le député de Compton-Stanstead. Merci, Madame la Présidente. Tough act to follow. As always, j'aimerais féliciter mon collègue d'Acadie Bathurst ainsi que ma collègue précédemment de Newton North Delta, qui tous deux sont extrêmement passionnés et sont des exemples de prestance et d'éthique et j'admire vraiment leur travail. Madame la Présidente, aujourd'hui, le 8 décembre, moi, je n'ai qu'une pensée, c'est « Give peace a chance ». Il faut donner une chance à la paix. Pourquoi? Pourquoi c'est aussi important? C'est important parce que la paix, ça veut dire la discussion, l'échange entre les peuples, entre les gens, l'échange entre les partis, qu'ils soient d'accord ou non. L'échange doit toujours être en premier plan d'une démocratie. Et puis ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Mon idole, John Lennon, qui est assassiné le 8 décembre, son message portait sur la discussion, sur comment être capable de discuter ensemble sur des sujets qui sont extrêmement importants pour la société, pour la population. Et aujourd'hui, on débat sur un projet qui touche vraiment beaucoup, beaucoup de gens, plus qu'on pense, qui va peut-être créer un froid chez certains élus provinciaux. Et je pense qu'il faut avant tout respecter la démocratie qui est un dialogue sincère et amical, un échange courtois autant entre l'opposition que les tenants du gouvernement. Projet de loi C7 sur la sélection des sénateurs et la durée de leur mandat, modifiant du même coup la loi constitutionnelle de 1867, qui est permis selon l'article 44 tout de même, revêt un caractère d'insouciance et d'indifférence envers les vrais enjeux qui inquiètent la population. Le rôle de cette institution n'étant plus requis depuis des décennies, comme l'a très bien démontré mon collègue d'Acadie Bathurst, rôle qui, historiquement, en a toujours été un peut-être de chien de garde, mais moi je pense plus de fantôme. Ici, je suis poli. On peut se demander ce qui peut bien pousser les conservateurs à introduire pour une troisième fois un projet de loi sur ce sujet. Fondamentalement, cet effort de législation ne présente absolument rien pour vraiment légitimer l'utilité et la pertinence de cette Chambre, la Chambre sénatoriale. Surtout qu'en aucun moment, depuis le début de cette 41e législature, le premier ministre et ses comédiens nous ont présenté de vrais débats et une saine démocratie. Jamais ils ont fait ça. Et croyez-moi, ce gouvernement ne semble pas prêt d'en faire la preuve avec cet exercice-ci. Dans le premier paragraphe du préambule de C7, on peut déceler l'ambiguïté et le paradoxe mis à jour par les conservateurs. Surtout lorsqu'ils prétendent que le Sénat doit continuer d'évoluer de concert avec les principes de démocratie moderne et les attentes des Canadiens. Je serais curieux d'avoir l'opinion des Canadiens là-dessus et des Canadiennes. Ensuite, au deuxième paragraphe de ce même préambule, on peut lire que le gouvernement du Canada s'est engagé à explorer des façons de permettre au Sénat de mieux refléter les valeurs démocratiques canadiennes et de mieux répondre aux besoins des régions du Canada. On s'en reparlera des régions. Eh bien, Madame la Présidente, comment peut-on se qualifier de démocratique si le choix des provinces n'est même pas respecté par le premier ministre? Ça, dans l'article 3 de la première partie, sélection des sénateurs, on dit « Le premier ministre tient compte, aucune obligation ». Donc, même pas respecté par le premier ministre à la suite de la sélection des sénateurs élus par scrutin dans les provinces. Bienvenue dans la sphère conservatrice où même l'évolution fonctionne de reculons. C'est donc dire qu'on assistera encore et encore à des nominations partisanes auxquelles nous avons été habitués par les libéraux et maintenant les conservateurs. Alors, pourquoi une réforme du Sénat si l'on ne tient pas compte des décisions accordées aux provinces et sans aucune obligation de la part du gouvernement canadien? En plus, le texte du projet de loi C7 contient en annexe toute une série d'articles imposant un cadre législatif pour le processus de sélection des sénateurs. Je ne viens pas de dire justement que le premier ministre n'a aucune obligation de respecter ce processus de sélection, aucun intérêt d'écouter les électeurs, encore une fois, qui, à 61% ont voté contre ce gouvernement en passant. C'est un non-sens et un gaspillage des fonds publics.
plus de 100 millions par année en ce qui concerne le Sénat. Encore une fois, on trouve le moyen de dépenser une fortune dans un exercice que les citoyens et citoyennes de tout le Canada auront participé sans respecter leurs décisions. N'auront pas participé, finalement. Mais dans le fond, que ce soit 100 de la population qui parle ou vote, ou 61 qui ont voté contre ce gouvernement le 2 mai dernier, ils n'en ont rien à foutre, les conservateurs. La position du NPD, cependant, est certainement plus claire et précise que celle du parti en face de nous. Ils ont, depuis les tout débuts de cette 41e législation, été beaucoup plus imprécis sur un paquet de sujets, et cela a pour effet de nous plonger dans tout le brouillard et l'incertitude que nous connaissons présentement. Le NPD propose depuis des lunes l'abolition pure et simple de cette institution rétrograde qui ne sert aucunement les intérêts d'un pays moderne. Elle sert plutôt aux amis et amis du parti au pouvoir. Je mets au défi ce gouvernement de tenir une consultation pan-canadienne sur l'avenir du Sénat ou même un scrutin sur son abolition. Moi, je respecterai les résultats de ces exercices. Je le respecterai, moi. Car je suis un démocrate, moi. J'ai à cœur d'entendre la voix des gens afin qu'ils se prononcent sur les enjeux qui touchent leur pays, le Canada, mon pays. Quand on pense que la démocratie est à la base même du système parlementaire britannique dans lequel nous fonctionnons, les conservateurs nous font voir à tous les jours jusqu'où peut plonger une doctrine axée sur les intérêts personnels et individuels de ses dirigeants au détriment de l'éthique et d'un certain sens de civisme collectif. Les premiers ministres de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse ont publiquement affiché leur couleur quant à l'abolition du Sénat. Le premier ministre de la Colombie-Britannique a déclaré que le Sénat n'a plus sa place au sein de notre confédération. Le Manitoba maintient sa position en faveur de son abolition. Et le Québec a maintes fois qualifié ce projet d'inconstitutionnel. Veut-on à tout prix se mettre ces provinces à dos? Est-ce un geste volontaire des conservateurs ou encore une stratégie visant à diviser le pays afin de mieux régner? Poser ces questions, c'est comme d'y répondre pour ne pas voler une réplique à un célèbre commentateur. Diviser les Canadiens et les Canadiennes sur un enjeu où l'on devrait plutôt avoir un consensus autour de la table est d'une perversité incendiaire, Madame la Présidente. Quelle sera la prochaine étape? Le retrait du protocole de Kyoto afin de ne pas respecter ses cibles? J'oubliais, c'est déjà fait, je pense, hein? Et là, je m'exprime comme bon nombre de citoyens et citoyennes au gré des frustrations des dernières semaines qui s'expriment dans nos bureaux et sur tous les forums publics et médias sociaux du Québec et du Canada. Ça n'a pas de bon sens, toute cette façon de procéder sans tenir compte des besoins réels de la population du Canada. Au lieu de se préoccuper de la santé des personnes âgées, des vétérans et des peuples autochtones, on ébranle la conscience populaire afin de faire éclater au grand jour l'inefficacité des services publics. Je m'excuse, mais le Sénat n'étant pas un service qui sert la population canadienne, alors qu'on s'en débarrasse. Il y a eu 13 tentatives de réformer le Sénat au cours du dernier siècle. Ça n'a jamais marché. Qu'on en finisse. Maintenant, revenons à la légitimité des nominations auxquelles nous assisterions en tentant de suivre ce projet de loi. Aucune légitimité, Madame la Présidente. Le premier ministre n'a même pas besoin d'accepter la décision prise par les électeurs des provinces. Il ne doit que tenir compte, comme je l'ai dit, tel que stipulé par l'article 3 de la première partie du projet de loi. Cela veut-il supposer qu'il peut attendre d'avoir des noms sur sa liste qui désirent vraiment voir siéger à la Chambre sénatoriale? La loi constitutionnelle de 1982, à l'article 44, permet bien, en effet, au Parlement canadien de modifier le Sénat sans avoir à se soumettre aux procédures normales, mais combien exhaustives, de modification à la Constitution canadienne. Est-ce une raison pour ne pas consulter les provinces? Surtout qu'on parle ici d'un enjeu suffisamment sensible à plusieurs provinces canadiennes, considérant le nombre de représentants au Sénat qui, en soi-même, impose un plancher à certaines provinces quant à leur nombre de députés en Chambre. Une minute? Tabarnouche. Excusez. Et là, on commence à entrer dans le plus concret, c'est-à-dire la représentation démocratique à la Chambre des communes. Mais comme le gouvernement en place refuse de débattre sur quelque sujet que ce soit en Chambre, qu'arrivera-t-il avec les provinces en désaccord avec cette réforme? Quels moyens pourront-ils invoquer pour mettre fin à cette parodie incroyable des conservateurs qui ont peur de tout débat public? Ce n'est pas admissible de vouloir ainsi diviser une population qui a plutôt besoin de voir ses élus travailler sur la création d'emplois et la sécurité économique de son pays. Car, ne faut-il le rappeler, l'écart entre les riches et les pauvres s'accentue exponentiellement au Canada, et ça, de jour en jour. Les statistiques sont étalées
ces jours derniers en font preuve. Peut-on s'occuper des vraies affaires et démontrer du leadership en abolissant tout simplement cette institution dépassée par le 21e siècle? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Honorable député de Compton-Stanstead. Eh bien, je remercie ma collègue de Pierrefonds Dollard. Dans ma circonscription, en plus, c'est une circonscription qui est très attachée au Parlement canadien. Le corps de ma constitution sont de magnifiques villes anglophones du comté de Compton-Stanstead et de l'Estrie. Les gens se demandent pourquoi on gaspille autant d'argent pour une chambre qui, à toutes fins utiles, justement, n'a aucune utilité. Quand c'est pour corriger un texte de loi, on a des ressources énormes qui nous sont attribuées. Et puis, en abolissant la Chambre sénatoriale, ce que mes électeurs disent, c'est que enfin, vous allez être vraiment, votre travail va être légitime. Et c'est à vous qu'on va devoir c'est à vous qu'on va devoir confirmer que vraiment vous êtes les élus et c'est à vous de faire le travail. Je remercie ma collègue pour cette question. Dans l'annexe du projet de loi, on élabore un paquet de procédures, de processus de sélection des sénateurs auxquels les provinces devront se plier pour ne serait-ce que mettre en sélection des candidats au Sénat. Mais le premier ministre n'a aucune obligation de respecter ce choix. Donc, c'est un processus qui est à toute fin pratique, qui va coûter encore une fois des millions de dollars à mettre sur pied et sur lequel on n'aura même pas aucune légitimité puisque le premier ministre n'aura aucune obligation envers ce processus. Donc, on impose un processus et on ne veut même pas le respecter. Donc, moi, je ne comprends pas tellement l'idée de ce projet de loi. Le député de Compton-Stanstead a 30 secondes pour répondre. Bien que j'ai énormément de respect pour les individus qui composent la Chambre du Sénat, ce sont tous des gens nobles qui ont eu une vie fantastique, mais ce ne sont toujours que des récompenses. Ils n'ont aucune légitimité pour avoir ce siège-là. Et puis, bien que justement leur projet de loi, leur suggestion au gouvernement soit très noble, on devra avant tout légitimer convenablement leur élection, sinon ça n'a aucun respect de la démocratie.